merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs là, de m'avoir invité. Je suis très honorée de parler pour les 150 ans de la SMF. Alors j'ai une petite histoire avec la SMF parce que j'ai passé, quand je suis rentrée à la SMF, c'est Bernard qui m'a entraînée dans cette aventure avec Micheline Viguet et puis ensuite avec Aline Bonamy. Et en fait, j'ai beaucoup appris à la SMF. En fait, je me souviens que mes premières années, j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté les collègues parler de formation, de politique de publication. Et je crois que c'est un peu là que je me suis formée une certaine conscience citoyenne mathématique. Voilà. C'était un stage de formation à la citoyenneté mathématique et ouais, c'est vraiment quelque chose auquel je me suis appuyée ensuite quand on m'a filé du boulot que vous connaissez pour certains. Voilà. Donc je crois que là je dois beaucoup. Je voudrais dire un grand merci à la SMF. Donc je suis très heureuse de parler aujourd'hui. Et donc je vais vous parler d'analyse semi-classique. Alors l'analyse semi-classique, effectivement, c'est une longue histoire qui commence dans les années 70 à Nantes. Donc en 70, la SMF était déjà vieille. Elle avait quand même déjà 100 ans. Vous la voyez sur la gauche. Bon, faut savoir que la SMF on ne sait pas très bien si c'est la SMF parce qu'il s'accroche à vous, si c'est vous qui vous accrochez à la SMF. En tout cas, elle a envahi mes slides et donc vous l'avez sur la gauche. Voilà, donc 1970, début de l'analyse semi-classique. Et si on en croit les bons auteurs, le premier texte de la première thèse dans laquelle apparaît le mot semi-classique, c'est la thèse d'André Voros en 1977. D'accord ? Donc cette époque, il y avait des AMI 8, il y avait des DS dans lesquels il n'y avait pas de ceinture sur les sièges arrière. Vous vous souvenez de cette époque-là? Et les bons auteurs, on verra plus tard qui sont les bons auteurs, ils nous disent que l'analyse semi-classique, c'est né de la volonté d'un groupe de mathématiciens, c'était des mathématiciens, pas de mathématiciennes en l'occurrence, qui étaient férus d'analyse microlocale et qui voulaient se tourner vers la physique mathématique. Alors c'est quelque chose d'un peu étonnant en fait quand on y réfléchit 2 minutes parce que l'analyse microlocale, on va revenir plus précisément sur ce que c'est, mais c'est quand même à la base, l'idée c'est de travailler dans l'espace des phases, donc l'espace des positions-impulsions de la mécanique quantique, donc c'est finalement une idée qui vient de la physique. La mécanique quantique du début du XXe siècle, finalement, amène le développement d'analyse microlocale dans une communauté mathématique qui veut étudier les équations en dérivées partielles. Et finalement, les mathématiciens s'emparent de cette théorie, construisent toute une théorie des opérateurs pseudo-différentiels, par exemple. Et donc là, voilà, en 1970, on a une sorte de retour de balancier. Nos collègues veulent aller retourner vers la physique et se poser, réinvestir tout ce qu'ils ont appris en mathématiques vers la physique. Donc de la mécanique quantique à l'analyse microlocale, on retourne à la physique mathématique. Donc les bons auteurs, qui est-ce? C'est Bernard, que nous voyons là, Bernard Helfer. C'est une photo de la collection d'Oberwolfach. Ok, bon, depuis, la vie s'est appris, c'est chargé de te couper les cheveux. Voilà, donc Bernard, avec un petit groupe de collègues de Nantes, Frédéric Fabre, Didier Robert et Jacques Chazarin, si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans les notes que Bernard a écrit sur l'analyse semi-classique. Donc, ils ont monté un petit projet, pas d'ANR, parce qu'il n'y avait pas d'ANR, mais c'était des projets qu'on soumettait au ministère, dans lesquels ils expliquent qu'ils veulent faire de la physique mathématique et qu'ils veulent construire un langage commun avec les physiciens. Voilà, c'est la volonté de ce projet interdisciplinaire. Alors, ça m'amusait de lire ça parce que finalement, il y a 2 ans, j'ai écrit un projet interdisciplinaire et j'ai mis que voilà, avec mes collègues chimistes, je voulais construire un langage commun. Et finalement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on commence une collaboration, on commence par construire un langage commun. Donc, je pense qu'on pourrait recycler, peut-être, si tu as des archives de projets, Bernard, on devrait les recycler et les réenvoyer à l'ANR, ça nous ferait une masse de projets. Donc, histoire de recycler tout l'effort qu'on fait pour écrire des projets. Donc, je vous ai mis une liste de noms là, de ces personnes qui s'intéressent à la physique mathématique avec une approche semi-classique. Donc, vous avez les 4 que j'ai cités. Je voudrais citer aussi Monique Combescure et Gerd Grube, donc 2 femmes. Monique Combescure, qui est physicienne théoricienne, qui a beaucoup travaillé avec Didier Robert sur un objet qu'on verra tout à l'heure, les paquets d'ondes, les semi-classiques. Et Gerd Grube, qui a travaillé sur l'analyse microlocale dans le contexte de domaines avec des bords. Donc Gerd Grube, c'est une mathématicienne danoise, qui est, je crois, la première femme à devenir professeure au Danemark,
Et ça a été, quand on voit son CV, on voit qu'elle est devenue professeure 10 ans après son habilitation. Donc c'était pas si simple au Danemark de devenir professeur pour une mathématicienne de la stature de Gerd Grub. Personnellement, je leur suis très reconnaissante à Monique et Convescure, à Gerd Grub, d'avoir été là quand je suis arrivée dans le domaine dans les années 90. Il y avait quand même des femmes. Voilà. J'ai mis Victor Ivry, Jeff Roche, parce que ce sont un Russe, un Américain, qui ont fait partie de cette petite aventure du semi-classique là, dans les années 70. Chostrand de Krigis, parce que c'est avec eux que j'ai appris, et qu'ils étaient là aussi, c'est avec eux que j'ai appris l'analyse microlocale. Et j'ai pas mis mon directeur de thèse, parce qu'en fait, il est plus jeune que ces gens-là. Hein. C'est pas parce que j'ai un problème d'Oedipe mal digéré. Lui, il fait partie de la génération d'après qui veut se profiter de tout ce qu'ils ont appris en analyse semi-classique pour traiter des problèmes non linéaires. Voilà, donc là, on est vraiment dans les années 70, on n'est pas dans les années 80. Alors, je passe donc, je me demande qu'est-ce que l'analyse semi-classique. Et là, j'ai découvert que, voilà, vous avez remarqué, j'ai fait des efforts, j'ai mis des couleurs, etc. Le problème quand on soigne la forme, c'est qu'on a toujours des problèmes de fond, hein. Et donc, il y a une formule qui est fausse, c'est mon Dexy des X, qui est beaucoup plus grand que H bar. Voilà. C'est assez agaçant. Bon. Mais en fait, j'ai envoyé les transparents en avance, et puis voilà. Donc, bref. Donc, qu'est-ce que l'analyse semi-classique? Donc, on lit l'auteur de référence, et il nous dit qu'il s'agit d'explorer le principe de correspondance. On doit retrouver la mécanique classique à partir de la mécanique quantique, dans la limite où la constante de Planck tend vers 0. Donc, la constante de Planck, c'est H bar, on va la faire tendre vers 0. Okay, et pourquoi devoir retrouver la mécanique classique? C'est à cause de ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui est là. Le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit que dans un cadre quantique, on ne peut pas donner la position et la vitesse d'une particule instantanément à un temps t. En tout cas, pas avec certitude. Il y a une incertitude, et l'incertitude est quantifiée par le H bar. Donc évidemment, si je fais tendre H bar vers 0, là, tout d'un coup, je peux avoir une vision classique et écrire ma particule exactement au temps t, dire où elle est et avec quelle vitesse, et pas seulement en proba, comme on le fait dans le cadre de la mécanique quantique. Okay. Donc, voilà. Finalement, on est en train de chercher si on retrouve la mécanique classique en partant de la mécanique quantique. Donc, on est dans un cadre un peu philosophique. Hein. On est en train de comparer des modèles que les physiciens nous ont donnés pour représenter la réalité. Et on se demande, ce modèle classique qu'on a sur lequel on a bâti pas mal de choses quand même, est-ce que vraiment il est contenu dans le quantique ou est-ce que ce sont des modèles différents? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est une analyse asymptomatique, j'aime bien. Donc, dans le cadre de cette analyse asymptomatique, on va se demander, on va faire tendre un paramètre vers 0, et finalement, le grand succès de l'analyse semi-classique, c'est qu'on va pouvoir répondre à cette question, est-ce que, voilà, je peux trouver l'ombre du classique dans le quantique? Et en même temps, on va pouvoir résoudre des problèmes tout simplement d'analyse numérique, où, voilà, on veut approcher des quantités, on sait qui est petit, qui est grand, et on va faire tendre le paramètre qui est petit vers 0 et utiliser les techniques d'analyse semi-classique pour répondre à cette question. Donc, mon exposé va être un peu organisé à peu près en 4 parties d'inégale longueur, je dois le dire. On va regarder, je vais vous proposer 2 problèmes semi-classiques qui vont être à peu près mon fil directeur. Okay. Avec ça, on verra le principe de correspondance. Et puis, je donnerai 2 applications que je trouve assez jolies, qui sont évidemment en lien avec mes 2 problèmes semi-classiques que je vais prendre comme fil directeur. Et puis, on verra ensuite comment on peut pousser les choses vers des matières. Voilà, c'est un des problèmes un peu plus récents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème semi-classique? Eh ben, là, je vous en ai mis 2. Tout d'abord, j'ai un problème d'EDP semi-classique qui vient, en fait, de la chimie quantique, très précisément. On reviendra dessus plus tard. Quand on travaille dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer, on se retrouve avec une équation, ici, I epsilon dt psi égale moins epsilon carré sur 2 Laplacien de psi plus V psi avec une donnée initiale. Donc on cherche à résoudre ces équations dans l'espace L2. Pourquoi? Parce que le psi epsilon, la fonction d'onde, en fait, elle n'a pas de signification géométrique, enfin physique,
Et ce qui nous intéresse, c'est la densité qui lui est reliée, et c'est elle qui nous donne la densité de probabilité de présence. Si j'intègre cette densité sur un espace, sur un ensemble grand A, je vais trouver la probabilité de trouver ma particule dans une configuration décrite par le paramètre x, par un paramètre x qui sera dans l'ensemble grand A que j'ai choisi au départ. Okay. Donc le x, en fait, ici, il faut penser qu'on est en train de modéliser des molécules. Le x représente une configuration, et le epsilon, ici, c'est, vous voyez, la racine de la masse de l'électron sur la masse moyenne du noyau de la molécule. Okay, donc c'est une quantité qui est très petite devant 1, mais avant d'arriver à cette équation, il y a eu un travail, en fait, de mise à l'échelle, d'étude des échelles de la physique qui sont dedans, et on a dégagé ce paramètre, qui fait que, donc ça date des années 30, cette équation-là était l'équation un peu de base pour travailler en chimie quantique pendant assez longtemps. Voilà. Maintenant, ils ont des modèles un peu différents, mais c'est des variations autour de cette équation de Schrödinger. Donc, premier problème. Un deuxième problème, qui apparemment n'est pas du tout semi-classique, c'est je prends une variété riemannienne compacte, grand M, je regarde le Laplacien de Laplace-Beltrami sur cette variété, et puis, comme ma variété compacte, mon Laplacien, il est à résolvante compacte, donc j'ai une suite de fonctions propres avec des valeurs propres. Donc les fonctions propres, c'est les phi n, les lambda n, c'est les valeurs propres. Ces lambda n tendent vers l'infini. Okay. Et je m'intéresse à savoir ce qui se passe pour l'intégrale des... Il y a un t là qui ne devrait pas être là. L'intégrale de module de phi n au carré des x. Je sais pas, il n'y a pas de temps dans mon affaire, dans mon problème spectral. Ce qui m'intéresse, c'est cette quantité. Parce que finalement, vous connaissez les expériences où on fait de Chalny, là où on fait vibrer une plaque sur laquelle il y a du sable, et le sable se répartit. Comment il se répartit? C'est exactement la question qu'on se pose en regardant. Donc on est en train de regarder la limite d'une densité d'une mesure. On se demande vers quoi évolue cette mesure. J'aurais dû mettre des fonctions test, ça aurait été plus parlant. Voilà. Et donc, la réponse à cette question, ça a été une question très étudiée, qu'on appelle le théorème de Schnirelmann, en fait. Enfin, voilà. Il y a Schnirelmann, j'ai mis Colin de Verdière et Zelditch, qui sont aussi des personnes qui ont travaillé sur cette question-là avec une approche semi-classique. Donc, pourquoi une approche semi-classique? Parce que, tout simplement, vous posez epsilon égale lambda n puissance moins 1,5, d'accord? Du coup, mon epsilon n, maintenant, il tend vers 0. Je le passe de l'autre côté de mon équation. Voilà, ça ne devrait pas vous poser de difficulté. Delta phi n égale phi n. Et ça y est, j'ai un paramètre avec un paramètre devant mon Laplacien. J'ai un epsilon devant mon Laplacien, j'ai un epsilon au carré. D'accord, mon Laplacien contient 2 dérivés et j'ai un epsilon au carré. En fait, globalement, un problème semi-classique, c'est un problème dans lequel il y a des epsilon devant les dérivés, et il y en a autant que de dérivés. Donc je pourrais dire qu'un problème semi-classique, c'est un problème qui va s'écrire sous cette forme-là. Je vais mettre un h chapeau de x de epsilon dx, pour un psi epsilon. Dès que je me ramène à une équation de cette forme-là, c'est un problème d'évolution, donc j'ai une donnée initiale, j'ai une question semi-classique. Okay. Mais alors aujourd'hui, les jeunes sont toujours très innovants, non? Et aujourd'hui, il y a des paramètres semi-classiques qui sont tout à fait amusants. Donc j'ai cité Laura Monk ici, qui est une jeune mathématicienne, puisqu'elle a dû soutenir sa thèse l'année dernière ou l'année d'avant, qui travaille sur des surfaces hyperboliques aléatoires et compactes. D'accord? Donc un gruyère hyperbolique, gruyère parce qu'il a des trous. Ils sont aléatoires, donc les trous dans mon gruyère sont distribués de façon aléatoire, et on s'intéresse à cette même question du spectre et des fonctions propres du Laplacien sur cette surface aléatoire, lorsque le genre de la surface tend vers l'infini. Okay. Donc c'est un problème semi-classique, mais sauf qu'ici, le paramètre semi-classique, c'est 1 sur le genre. D'accord? Comme quoi, le paramètre semi-classique, il est multiforme, et en fait, je vous avais vu, il n'y a pas de h-bar, d'accord? Donc j'ai abandonné, j'ai un peu oublié ma question du h-bar qui tend vers 0. En général, le paramètre semi-classique a une signification qui vient soit de la physique, soit de problèmes géométriques, soit de plein de choses. J'ai pas mis de Laplacien, mais on peut aussi regarder des cas des équations de Schrödinger magnétiques avec
un champ magnétique qui est de plus en plus grand, et là, le paramètre semi-classique, ça va être 1 sur la norme du champ magnétique, et ça, c'est un problème sur lequel Bernard a beaucoup travaillé. Donc, on arrive au principe de correspondance. Donc, le principe de correspondance, je vous ai dit, on va se placer dans l'espace des phases. Okay. Donc, l'espace des positions-impulsions de la mécanique quantique, que je vais noter QP, alternativement QP ou Xoxy, ça dépend du slide et de mon humeur. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'outil qui va nous servir pour passer des positions aux impulsions, c'est la transformée de Fourier. Okay. Donc, je vous ai mis ma normalisation en haut dans un petit dessin. F chapeau de xi, c'est l'intégrale de f de x exponentielle moins i x xi. Bon, c'est juste pour qu'on soit d'accord sur ce que j'appelle la transformée de Fourier. Évidemment, la transformée de Fourier, elle a le bon goût de transformer les dérivés en multiplication. C'est ça, c'est justement la façon de passer en impulsion. Okay. Et j'ai une formule d'inversion de Fourier qui peut me permettre de retrouver ma fonction de départ si je connais sa transformée de Fourier. Voilà. Alors ça, c'est notre espace des phases. Il nous sert pour quantifier des fonctions qui vivent sur l'espace des phases. Okay. Donc je veux associer un opérateur à une fonction A dans l'espace des phases que je vais supposer C infini à support compact ou bien Schwartz si vous préférez. Schwartz en plus c'est un président de la SMF. J'aurais pu mettre Schwartz. Bon. Et on regarde l'opérateur hop epsilon de A qui est défini par son action sur une fonction f. À la fonction f, il associe la fonction qui a x associe l'intégrale de a de x epsilon xi exponentielle ix xi f chapeau de xi dxi sur 2pi puissance d. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma formule d'inversion de Fourier et j'ai mis juste avant l'exponentielle dans l'intégrale, j'ai rajouté a de x epsilon xi. D'accord? Et donc je suis dans mon cadre un petit peu usuel. Si vous pensez que votre fonction a de x xi ne dépend pas de xi, ben, j'ai rien fait, j'ai juste multiplié ma fonction par a de x. Si ma fonction ne dépend pas de x, à ce moment-là, j'ai multiplié sa transformée de Fourier par a de epsilon xi. Okay, et puis là, je suis en train de faire les deux en même temps, donc je suis en train de faire une micro-localisation. Je prends ma loupe et je regarde ce qui se passe sur le support de A, en fait, donc le support de A, mais pour des xi qui vont être exactement d'une taille, de taille 1 sur epsilon. Il faut penser que votre A sur le support de A, mais epsilon xi va être de l'ordre de 1, mettons. Donc xi est de l'ordre de 1 sur epsilon. On est en train de regarder de faire de l'analyse haute fréquence. D'accord? On a dit tout à l'heure qu'on regardait des epsilon dérivés. Okay, donc on est en train de regarder des fonctions dont la dérivée est bornée. Okay, donc si elle est bornée, sa dérivée, alors que j'ai multiplié par quelque chose de petit, ça veut dire que la dérivée est très grosse. Donc on est en train de regarder des fonctions qui varient rapidement, d'accord, qui varient très vite et qui varient avec d'une vitesse qui est qui est de taille 1 sur epsilon. D'accord? Voilà, donc on fait de l'analyse micro-locale, on fait de l'analyse haute fréquence, mais en fait quelque part, si vous avez un peu de pratique du calcul pseudo-différentiel, vous aurez vu que le fait que je choisisse une échelle avec laquelle analyser mon problème, ça me simplifie la vie, parce que la classe de symboles que je considère ici, cette classe de symboles, elle est très simple. Une fonction Schwartz, on va dire qu'elle est Schwartz. Une fonction Schwartz, c'est sympathique. C'est beaucoup plus simple que les classes de Hormander ou les classes de Shubin, si vous en avez l'habitude. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis le nom d'Hormander, de Peter Lax, de Victor Maslow, qui sont qui sont les précurseurs sur l'analyse micro-locale. Donc, je disais que mon symbole A, il est très sympathique. Et il est tellement sympathique qu'en fait, c'est facile de montrer que l'opérateur est borné dans L2, uniformément borné dans L2 en epsilon. Comment on s'y prend? Alors, ce qu'on observe, c'est que une fois qu'on a réécrit, voilà, ça y est, je l'ai vu, une fois qu'on a réécrit l'action de l'opérateur en faisant un petit changement de variable en epsilon, vous voyez que vous avez en fait un noyau de convolution. En fait, vous êtes en train de convoler votre fonction f avec une fonction que je note k epsilon x. Cette fonction k epsilon x,
c'est juste un 1 sur epsilon puissance moins d, une fonction de x sur epsilon. D'accord? Donc j'ai une première partie ici qui vient du a de x qui se retrouve là, le kx, à support compact en x, et ensuite eh bien, on a une espèce de jeu ici de scaling avec le epsilon, mais ce que vous remarquez, c'est que c'est un scaling L1. La norme L1 de ma fonction kx epsilon, ma norme L1 en y, c'est exactement la norme de kx en y, la norme L1. D'accord? Bon, alors du coup, une fois qu'on a identifié que cet opérateur, c'est rien d'autre qu'une convolution avec une fonction qui est la transformée de Fourier qui a transformé de Fourier inverse de A, ok, j'avais pris A Schwartz, donc je suis encore Schwartz. Donc finalement, cette fonction, elle n'est pas très très méchante. Donc elle est Schwartz et elle a une norme L1 qui est constante, indépendante de epsilon. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on montre que l'opérateur est borné sur L2 de RD uniformément en epsilon, en utilisant l'inégalité de convolution de Young. Donc on regarde ce hop epsilon de A, f de x, on va le majorer. Si je le majore, je le majore par l'intégrale des valeurs absolues, enfin des modules en l'occurrence ici, okay, parce que je suis à valeur complexe. Le x qui est en bas, là en indice, je m'en fiche un peu, je prends un sup dessus. Et en fait, j'ai un majorant en fait qui est juste le sup en x du module de k epsilon x convolé avec le module de f. Donc je veux la norme de cette fonction dans L2. J'ai une inégalité, l'inégalité de Young qui permet d'estimer par la norme L1 du premier fois la norme L2 du deuxième. Donc ça me donne bien une estimation dans L2, hop epsilon de A FL2, FL2. Okay. Et cette quantité ici, en fait, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, la norme L1 est préservée. D'accord ? Donc ces opérateurs, c'est une sorte de loop, mais c'est une loop qui ne fait pas de distorsion en epsilon. Je suis en train de regarder ma fonction avec ma loupe et normalement, je dois retrouver les choses relativement tranquillement. Donc on en arrive à la correspondance quantique classique. Donc je reprends mon opérateur de Schrödinger. Ici, là-haut, il est où? Il est... voilà, bref. Et le théorème qui m'intéresse, c'est le théorème de Yegorov, qui va nous permettre de relier l'évolution quantique au transport classique. Alors, qu'est-ce que j'appelle le flot classique? C'est les trajectoires de la mécanique classique. Vous vous souvenez, le principe fondamental de la dynamique, la PFD, somme des forces égale ma, d'accord? Donc je trace des trajectoires dans l'espace des phases, Q de t, P de t. Je pars d'un point x xi, okay, et Q de point, c'est moins gradient V. Donc l'accélération, c'est la force, moins la force. Okay. Q de point égale moins gradient V. Okay. Et entre les deux, P point, c'est évidemment la dérivée, donc Q point égale P, P point égale moins gradient V de Q de t. Okay. Donc j'ai ces trajectoires, des trajectoires newtoniennes. Et le théorème de Yegorov me dit que si je conjugue mon opérateur pseudo-différentiel semi-classique par l'évolution quantique, okay, donc la solution de mon équation ici, psi epsilon de t, c'est justement l'exponentielle, le fait que je peux résoudre mon équation me dit que j'ai un opérateur ici. Voilà, un chapeau, psi epsilon 0. Donc je suis en train de regarder ma solution de mon équation de Schrödinger. Quand je conjugue donc mon opérateur semi-classique, en fait, au premier ordre, il suffit que je remplace, que je transporte mon symbole par le flot classique. D'accord ? Et cette approximation est valide, eh bien, jusqu'à des temps assez grands, vous voyez, parce que je peux aller jusqu'à des temps qui sont en log de epsilon, log de 1 sur epsilon, pour avoir un temps positif. Okay ? Log de 1 sur epsilon, c'est ce qu'on appelle le temps d'Ehrenfest. Okay ? Donc pendant assez longtemps, pendant très longtemps quand même, pendant un temps assez raisonnable, finalement, la mécanique classique me permet de décrire les phénomènes quantiques. Voilà, c'est l'approximation semi-classique ou la correspondance quantique classique, puisqu'on a relié cette évolution quantique à un transport classique. Il y a une autre façon de le voir. Ah non, pardon, je vais parler de la preuve. Avant de le regarder d'une autre manière, comment ça se démontre, finalement l'idée elle est assez simple. On fait de l'analyse, donc on dérive et on intègre, et puis on fait des formules de Taylor de temps en temps quand on a besoin d'outils élaborés. Okay, donc je dérive une quantité qui est bien choisie de manière que quand mon paramètre S, là, que je viens d'introduire, quand S vaut T,
ben, vous voyez, je retombe sur ma quantité un peu classique, hop, epsilon de A rond phi moins T. Et quand S vaut 0, là, par contre, c'est l'évolution quantique de mon opérateur. Donc, je dérive cette quantité par rapport à S, et j'ai des S à 3 endroits. Ok, je ne le repère plus, c'est pas grave. J'ai des S à 3 endroits dans les opérateurs d'évolution, et puis dans le pseudo, ici, l'opérateur pseudo. Okay. Quand je dérive dans les opérateurs d'évolution, j'ai un H qui arrive à gauche ou à droite, et ça me donne ce terme de commutateur. Donc ça, c'est un commutateur. C'est hop de A rond phi moins S, H moins H hop de A rond phi moins S. Puis quand je dérive le phi moins S, ici, le pseudo, bah, je vois arriver les quantités qui sont liées aux équations de la mécanique classique. Okay. Et il se trouve que quand le calcul symbolique qui nous permet en fait ici de calculer ce commutateur et de le relier à la quantité qui est à droite, et il faut quand même un petit peu de géométrie derrière, c'est-à-dire se souvenir que, enfin voilà, utiliser un peu de géométrie symplectique pour vraiment boucler la preuve, hein, enfin identifier les quantités qui sortent et se rappeler que ces trajectoires classiques, en fait, le transport par les trajectoires classiques, c'est un morphisme de la géométrie symplectique, c'est un symplectomorphisme, une transformation canonique si vous préférez. Voilà. Donc finalement, un argument assez simple qui nous permet de répondre à cette question philosophique, est-ce que je peux bien retrouver la mécanique classique en partant du quantique? Une autre façon de le voir, c'est une façon que j'aime bien, c'est en regardant des états cohérents. Donc les états cohérents, ce sont des familles de fonctions de L2 qui ont été construites par Monique Omescure et Didier Robert, d'une part, et puis Georges Hagedorn, d'autre part, sauf bon, avec des petites différences dans les deux cas. Hein, et un paquet d'ondes, ça va être une fonction qui est très localisée microlocalement. Donc, si vous regardez la formule, vous voyez qu'il y a un profil phi, qui est une fonction Schwartz, phi de x moins q sur racine de epsilon, donc quelque chose qui est très piqué, près de q, j'ai q ici. Plus epsilon est petit, plus ma fonction va s'approcher d'une masse de Dirac au-dessus de ma fonction. Il y a un petit epsilon puissance moins d sur 4 devant, qui est en fait une normalisation pour que je sois dans L2. Moi, je fais de la mécanique quantique, donc je travaille avec des fonctions d'onde. Il faut qu'elles soient normalisées dans L2. Et puis, il y a une phase, en fait, une phase oscillante, que le exponentiel i sur epsilon p x moins q, qui fait que si j'étais en Fourier, je retrouverai le même profil, mais ce coup-ci près de P. Donc que je regarde ma fonction en position ou en impulsion, elle a la même forme, quelque chose de très piqué. Okay. Et en fait, on est en train de saturer ce principe d'incertitude, enfin pas de le saturer, de le minimiser plutôt, hein, dès que si finalement la largeur de mon paquet, c'est racine de epsilon, et je l'ai sur les x et sur les xi. Donc h bar, c'est epsilon. D'accord ? Voilà, alors il se trouve que ces paquets d'ondes qui sont très localisés, le théorème de Yegorov qu'on a vu tout à l'heure, on sait qu'ils vont être si je les fais évoluer, ils vont être très localisés près de la trajectoire classique. Mais en fait, toute la partie principale de l'évolution va conserver cette structure de paquets d'ondes et va être donnée par des quantités qu'on peut calculer indépendamment de epsilon, sans faire intervenir epsilon. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est une phase, S de t, exponentielle i S de t sur epsilon. Cette phase, c'est l'action classique, c'est une quantité qu'on intègre le long de la trajectoire. Okay. Ensuite, vous avez la trajectoire classique phi t de z, et puis un profil u de t, qui est solution d'une équation de Schrödinger, ici, avec donnée initiale, le profil initial. Et cette équation de Schrödinger, vous voyez que c'est une équation, en fait, c'est un oscillateur harmonique. Mon potentiel, maintenant, là, j'ai une matrice, la Hessienne de V, le long de la trajectoire, et puis j'ai juste quelque chose qui varie x carré. D'accord ? En particulier, si jamais je pars d'un phi qui est une gaussienne, en fait, quand je résous cette équation, je vais récupérer des gaussiennes qui vont avoir une variance qui dépend du temps, donc des gaussiennes qui seront un peu perturbées, mais ça restera gaussien. Et c'est justement ce qu'utilise Georges Hagedorn dans ses paquets d'ondes. Donc c'est plus général que des gaussiennes, il regarde des fonctions de Hermite adaptées en fait à la Hessienne de V de Q de T. Voilà, deux flashs sur comment comprendre ce lien entre
le quantique et le classique. Donc on voudrait je vous ai promis des applications. Donc ma première application va être en lien avec ce problème spectral qu'on avait regardé. Voilà, je veux dire des choses sur la manière dont mes fonctions propres du Laplacien sur ma variété riemannienne, comment est-ce qu'elles se comportent quand je prends des modes de plus en plus excités. Voilà. Est-ce qu'elles vont remplir, voilà, est-ce qu'elles vont remplir tout l'espace ou pas, enfin, voilà. Vers quoi ça tend. Okay. Et en fait, il y a une très jolie façon de le voir, qui est, je vous avais cité plusieurs auteurs et je vais en reciter, mais c'est un petit peu souvent ce qui est à la base de la vision que les analystes, des résultats des analystes là-dessus, c'est de dire, c'est assez sympathique quand je prends une fonction propre du Laplacien, parce que exponentielle it Laplacien phi, ça va être exponentielle i lambda, la valeur propre phi. D'accord? Donc j'ai finalement cette opération compliquée que faisait exponentielle it Laplacien, pour une fonction propre, c'est juste la multiplication par un nombre complexe de module 1. Du coup, mes quantités qui m'intéressent, là, c'est ces quantités, pourquoi je ne les retrouve plus? Bon, c'est pas grave. Les quantités qui peuvent m'intéresser ici, c'est top epsilon de A phi n. Je peux toujours le réécrire pour tout t dans R, je peux l'écrire comme l'action du pseudo conjugué par le propagateur de Schrödinger appliqué à phi. D'accord? Et je peux utiliser mon théorème de Yegorov et regarder, ben voilà, ok, j'ai cette quantité exponentielle moins it delta, hop, epsilon de A, exponentielle moins it delta phi. Je sais que ça, c'est décrit par hop, epsilon de A rond phi t, phi n. Voilà. Donc pour tout t, j'ai en première approximation, la quantité qui m'intéresse, c'est la même que celle où j'ai remplacé mon symbole A par A rond phi t, où phi t, c'est mon flot. D'accord? Ça veut dire que quand je passe à la limite, quand je regarde les limites quantiques de ces fonctions, suite de fonctions propres, donc la mesure qui me décrit la limite au bout, hein, et ben ces mesures vont être invariantes par le flot que j'ai construit. Il se trouve que le flot du Laplacien sur une variété riemannienne, c'est le flot géodésique. Okay, donc les mesures, les limites quantiques, ces mesures que je cherche, elles sont invariantes par le flot géodésique. Alors là, aussitôt au cours chez nos amis dynamiciens, voilà, on téléphone à Françoise pour lui dire, Françoise, est-ce que mon flot est ergodique ou pas? D'accord? Parce que si mon flot est ergodique, ben je connais les propriétés, on peut en déduire. Je vous ai mis, voilà, vous reconnaissez le dessin de Françoise. Hein. Voilà, dans certains cas, mon flot, il a des belles propriétés d'ergodicité, et les seules mesures qui vont être invariantes par ce flot, c'est la mesure de Liouville. Okay. Et c'est comme ça qu'on dit beaucoup de choses sur les limites de ces limites, ce qu'on appelle les limites quantiques, voilà, tout simplement en utilisant ce théorème de Yegorov et en étudiant les systèmes dynamiques qui est relié à cette affaire-là. Donc il y a des liens entre DP et systèmes dynamiques. Deuxième application, je reviens à mon équation de Schrödinger et là je prends un point de vue très terre à terre. Je veux calculer ma fonction d'onde. Voilà, je veux à l'instant t avoir une valeur approchée de ma fonction d'onde. Donc je veux vraiment faire du calcul. Voilà. Et donc l'idée c'est d'exploiter. Je voudrais quand même exploiter ce qu'on a compris là sur la correspondance classique quantique. Derrière, l'idée qui est derrière, c'est que résoudre numériquement une équation qui est très oscillante avec un epsilon qui est très petit, c'est un cauchemar. Parce que si vous commencez à dire je vais faire une grille pour faire je sais pas, des éléments finis ou n'importe quoi, la taille de votre grille doit être très petite parce que epsilon est petit. Donc en fait, il y a un vrai sujet avec ces équations, ces solutions très oscillantes. Par contre, l'équation, les quantités classiques que je vous ai montrées, il n'y a plus de epsilon et finalement, sont plus faciles à calculer numériquement. Donc il y a des applications qui ont été développées par Caroline Lasserre, dont j'ai piqué le dessin, qui utilisent en fait la transformation de Bargmann. Donc la transformation de Bargmann, elle s'appuie sur des paquets d'ondes gaussiens, c'est-à-dire des paquets d'ondes G epsilon Z dont le profil c'est cette fonction G0Z qui est une gaussienne normalisée, une gaussienne centrée normalisée. Okay. Et si la transformation de Bargmann nous dit que n'importe quelle fonction dans L2 s'écrit comme une superposition de gaussienne, donc c'est une superposition dans l'espace des phases, le Z, il est dans R2D, donc c'est X xi, ce Z. Okay. Je prends la gaussienne centrée en Z et je lui mets un poids. Et son poids,
c'est la valeur que j'obtiens quand je fais le produit scalaire avec la gaussienne. Donc je prends f scalaire g epsilon z, ça me donne un nombre, ok, et j'ai cette formule qui sort. C'est juste l'utilisation d'un transformé de Fourier. Si vous voulez la vérifier, c'est très simple. Mais ça ouvre des perspectives. En tout cas, ça en a ouvert à des chimistes, parce que c'est une méthode qui a été introduite par des chimistes, en fait, dans les années 70. C'est de se dire, ben voilà, mon propagateur, c'est un opérateur linéaire. Ben en fait, je le rentre, il passe sous l'intégrale, gentiment. Donc finalement, exponentielle it h epsilon f, eh ben, c'est 2pi epsilon puissance moins d, l'intégrale de mes petits coefficients, et puis, tac, l'évolution de la gaussienne. L'évolution de la gaussienne, du paquet d'onde gaussien, on la connaît. Alors, il suffit d'aller rechercher le 2 transparent plus tôt. Il y a les trajectoires, il y a l'action, exponentielle is sur epsilon, et puis un paquet d'ondes. Mais c'est juste une approximation, c'est-à-dire qu'ici, il manque plus grand taux de racine de epsilon. Et je vous ai dit, c'est des gaussiennes, mais des gaussiennes maintenant qui sont tordues. C'est des G0, G gamma de t, où G gamma, c'est juste exponentielle I gamma XX, en prenant des matrices. Alors, il faut qu'elles aient les bonnes propriétés, hein, qu'elles soient dans le demi-plan de Siegel supérieur, en particulier dans la partie imaginaire qui est positive, qui est négative, d'accord? Du coup, ça me fait bien une gaussienne. Okay. Alors, en utilisant cette stratégie-là, en fait, c'est une stratégie qui marche. C'est-à-dire qu'il y a un théorème. Alors, j'ai mis le nom de Kay, en fait, qui est la personne qui a le plus travaillé dessus, qui a beaucoup travaillé dessus c'est un chimiste en chimie quantique. Et puis, ça a été vraiment démontré mathématiquement par Rousse et Swart en 2009 et puis Didier Robert en 2010. Okay. Donc, l'évolution, si je prends une donnée initiale quelconque, psi epsilon 0, je vais pouvoir décrire la solution de l'équation qui est en bas, là, sur le tableau, et calculer psi epsilon de t, en fait, tout simplement, avec une formule de quadrature, en fait, une formule intégrale sur l'espace des phases, où je retrouve ces coefficients qui caractérisent ma donnée initiale, je retrouve des gaussiennes qui maintenant ont bougé le long de la trajectoire, j'ai l'action qui apparaît, et puis là j'ai un coefficient, d'accord? Donc ce coefficient, c'est pas ce qu'on attendrait, hein, ce qu'on aurait pu attendre si on s'était arrêté ici, c'est que je remplace ça par cette quantité-là, donc je devrais pas avoir juste une gaussienne classique, je devrais avoir cette gaussienne qui respire, qui a une variance qui est différente de l'identité. Okay, mais toutes ces quantités se calculent complètement avec des quantités classiques. Donc les trajectoires et l'action, on l'a déjà vu. Okay, ensuite, ce U de TZ, c'est quelque chose qu'on appelle le préfacteur de Hermann-Kluck, parce ils font partie des chimistes qui ont développé ces méthodes. C'est une quantité qui se calcule simplement en prenant la racine du déterminant d'une matrice A plus D plus I, C moins B, cette matrice ici, qui est une matrice de DD, d'accord? Je suis dans RD, mon espace des phases c'est R de D, et là ces matrices AD, CB, c'est des matrices des lignes, des colonnes. Okay. Ces matrices, elles sont reliées au jacobien du flot, d'accord? Mon flot, c'est une application de R de D dans R de D. Je regarde sa différentielle, ça me fait une grosse matrice 2D lignes, 2D colonnes, c'est grand F. Je regarde ces blocs. En fait, la matrice gamma, on l'exprime explicitement avec ces blocs. Okay, donc juste une formule. Et le coefficient ici, il est donné par cette formule. Donc des choses très pratiques, en fait, qu'on peut calculer. C'est ça qui m'intéresse. Enfin, qui intéressait les chimistes, parce que comme je peux le calculer, je vais remplacer mon intégrale par une somme sur un certain nombre de points. Je vais bien choisir mes points par une méthode ad hoc pour que ça, dans ma formule initiale, ici, dans ma formule de Bargmann, en fait, j'ai une bonne approximation de ma fonction. Et donc, je remplace mon intégrale par une somme de points, je transporte mes points, et finalement, j'ai une valeur approchée de l'évolution par le flot de ma donnée. Okay. Peut-être deux choses à remarquer. En fait, il y a, enfin trois en fait. La preuve, il y a 3 points. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que l'approximation que j'avais ici, elle était valide et j'ai sorti l'approximation de l'intégrale. Donc, j'ai échangé un grand taux de racine de epsilon et l'intégrale. D'accord? Donc, première chose à justifier. Deuxième chose à justifier, j'ai une meilleure approximation que celle d'un paquet d'ondes. Je vous avais dit un paquet d'ondes,
Au premier ordre, c'est décrit par le flot classique, après, et j'ai une estimation en grand taux de racine de epsilon. Là, on obtient quelque chose de meilleur, grand taux de epsilon, d'accord? Donc c'est une deuxième chose, enfin quelque chose à démontrer, qui vient de la structure des restes, en fait. Et la troisième chose, c'est transformer cette matrice gamma de T, transformer la gaussienne, ce qui apparaît naturellement, c'est une gaussienne avec une variance dépendant du temps, transformer cette variance dépendant du temps en un coefficient U de TZ. Okay. Voilà, une deuxième application. Donc on voudrait aller un petit peu plus loin et voir qu'est-ce qui se passe. Donc première, j'ouvre des fenêtres avec des problèmes ouverts. Hein. Donc premier type de problème ouvert qu'on peut regarder, enfin qui n'est pas ouvert, mais qui aboutit à des choses ouvertes, c'est qu'est-ce qui se passe quand je regarde des systèmes d'équations de Schrödinger. D'accord. Alors peut-être que je vais d'abord motiver l'idée de regarder des systèmes, c'est-à-dire que mon psi epsilon, il va avoir des coordonnées, psi epsilon 1, psi epsilon n, d'accord, et ma donnée initiale, ça va être un élément de RD, de L2 de RD à valeur dans un espace, voilà, Cn, j'ai n coordonnées. Okay. Alors pourquoi ces systèmes-là sont intéressants du point, peut-être qu'ils sont intéressants pour des mathématiciens, tout est intéressant, mais pourquoi ils intéressaient les chimistes? C'est parce que lorsqu'on regarde la dynamique d'une grosse molécule, on a ce problème d'avoir des phénomènes très oscillants, mais on a aussi un problème qui est lié à la dimension. Si vous prenez la molécule, la rhodopsine, je vous ai mis sa formule parce que je trouve ça rigolo, en fait, c'est une molécule qui intervient dans le processus de la vision. Quand la lumière frappe notre œil, il y a ces molécules de rhodopsine qui changent de configuration. Donc là, vous voyez, il y avait quelque chose qui allait en bas, qui est reparti tout droit. Okay, donc il y a un changement. Là, la rhodopsine cis-rétinale devient transrétinale. Faut pas m'en demander plus, d'accord? Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ces phénomènes-là. En fait, sont des phénomènes qui sont très présents. Et qui sont présents aussi donc dans ces molécules qui sont à base de carbone. Donc ces molécules à base de carbone, c'est les molécules organiques. Bon, par exemple, le graphène, vous avez sûrement vu, qui faisait la couverture il y a 10 ans, il faisait la couverture des magazines du CNRS. Là, le graphène, c'était le gros enjeu technologique. C'est un vrai enjeu technologique parce que ces molécules ont des propriétés très particulières qui peuvent être exploitées pour le photovoltaïque ou pour l'ordinateur quantique. Donc c'est des très bons conducteurs. Enfin, ils ont des propriétés de conduction, c'est des semi-conducteurs en fait. Voilà. Donc dans la modélisation de ces composants, en fait, il apparaît des systèmes d'équations. Pas seulement une équation de Schrödinger comme celle dont on est parti, mais des systèmes. Okay. Et pour traiter ces systèmes, il y a besoin de méthodes pour réduire la dimension. Donc je vous ai parlé de l'approximation de Born-Oppenheimer, qui est le cadre un peu que tout le monde... Enfin, voilà, le cadre des années 30. Aujourd'hui, si vous regardez dans la littérature de chimie quantique, il y a beaucoup de recherches, ce qu'ils appellent des méthodes classiques quantiques, des méthodes hybrides, c'est-à-dire exploiter la petitesse de certains phénomènes pour transformer l'équation de Schrödinger moléculaire, qui est une équation dans un espace de dimension 400, je sais pas, enfin très très grosse, la transformer en des équations sur des espaces plus petits, de dimensions plus petites, sur lesquelles ils peuvent faire des calculs numériques. Et ils ont pas mal de méthodes qui arrivent aussi vers des modèles non linéaires. Donc j'ai voulu citer ici Rémi Karl, qui justement travaille un petit peu dans cette dimension-là, Caroline Lasserre, du côté mathématique, et j'ai mis Irène Burghardt et Benjamin Lassorne, qui sont deux chimistes. Voilà. Donc il y a une certaine demande de certains chimistes de travailler sur trouver des modèles. Donc là, on est vraiment dans la dérivation de modèles qui vont permettre sur lesquels on peut faire des calculs numériques de façon plus simple. Donc si je me place dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer, ce qui était notre cadre tout à l'heure, je peux effectivement arriver sur une équation simple, hein, et je peux aussi arriver sur des systèmes. D'accord ? Et si j'arrive sur un système, il y a une difficulté, c'est quel va être le flot classique que je vais considérer. Donc, quand j'ai un système, ça veut dire qu'ici, mon V de x, maintenant, c'est une fonction C infini de RD dans l'ensemble des matrices à n lignes et n colonnes. D'accord ? La matrice, c'est un gros tableau de chiffres, vous savez bien, mais vous savez comme moi que ce qui est important, c'est ses valeurs propres. Okay. Donc, en fait, on va regarder les valeurs propres de cette matrice. Donc, c'est ce que j'ai tracé ici. Okay. Donc, c'est des courbes. C'est lambda, c'est
Donc ici, j'ai l'énergie en verticale, si vous voulez, et je trace les courbes. La première valeur propre, c'est lambda 1, E égale lambda 1, et ensuite j'ai la surface, E égale lambda 2. Okay. Ici, mon dimension de l'espace D, c'est 2. Et ce dessin, en fait, j'aime bien le prendre sur la couverture d'un livre de chimie quantique de Koppel et Yarkoni. Voilà, c'est vraiment le problème que se posent une certaine catégorie de chimistes. Hein. Comment vais-je modéliser, que devient la correspondance classique quantique dans le cas où j'ai une matrice, voilà, au lieu d'avoir juste une fonction scalaire. Donc évidemment, vous vous doutez bien que c'est les valeurs propres qui vont jouer quelque chose, et il y a le résultat un peu phare qui est un résultat de ce qu'on appelle le théorème adiabatique, qui me dit que si je commence avec un paquet d'ondes, donc un paquet d'ondes donc vectoriel, donc mon paquet d'ondes il a 2 composantes, il est dans un espace propre qui correspond à cette deuxième valeur propre. À ce moment-là, mon paquet d'ondes il va se déplacer le long de la trajectoire classique associée à cette valeur propre. Okay. Le point, c'est que quand il arrive à un endroit ici où finalement qui appartiennent aux 2 espaces propres, tout d'un coup, on se demande, voilà, que va-t-il faire? Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des transitions en fait entre les différents espaces propres, ce qui fait que je vais avoir besoin de décrire l'évolution avec des trajectoires classiques, mais aussi avec il va falloir gérer ce qui se passe ici et dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça qu'on va un petit peu regarder. Et en fait, le point, c'est qu'il faut remplacer, dans ces cas-là, il faut remplacer le flot classique par une sorte de marche aléatoire. Donc, je vais vous expliquer ici dans ce transparent. Mon potentiel, là, je l'ai pris avec 2, donc grand N égale 2. Donc, c'est une matrice de 2 que je prends de trace nulle, c'est confortable. Donc, elle a 2 valeurs propres, lambda plus et lambda moins. Et vous voyez que ces 2 valeurs propres sont égales lorsque W est nul. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être ma marche aléatoire? Donc, je pars, par exemple, en haut, mettons, pourquoi pas. J'ai mon paquet d'ondes qui est en haut. Il va commencer par se propager suivant la trajectoire la deuxième trajectoire. Et puis, quand il va arriver dans cette zone, en fait, il va être soumis à différentes influences. D'accord? Il va être soumis suivant sa position, il va être un peu loin. Mon paquet, il a quand même de l'épaisseur. Il n'est pas complètement ponctuel. Donc, la représentation de type classique, disant que voilà, tout suit la trajectoire, ça va dépendre de la distance en fait de mon paquet par rapport au centre. Donc chaque point va avoir des évolutions différentes, et ces évolutions, on peut les modéliser schématiquement par une trajectoire aléatoire de ce type-là. Donc je pars j'arrive ici, donc je suis sur le mode L. Et puis, donc j'ai la mémoire en fait de où je suis. Ici, j'ai mis donc première valeur propre, c'est -1, deuxième plus 1. J'arrive, donc tout à l'heure, j'étais sur L égale plus 1. Et lorsque j'arrive dans un ensemble sigma, qui est l'endroit où finalement ma distance au croisement est la plus petite, mon croisement, c'est que W est nul, le long de ma trajectoire, ça peut se mesurer. Donc on introduit une hypersurface de saut, qui s'appelle sigma, qui est, qui a des équations analytiques. Donc, il vaut mieux que ce soit une hypersurface pour de bon. Donc, il y a des petites conditions, vous imaginez, derrière, pour que ça soit vraiment une hypersurface. Quand j'atteins cette hypersurface, en fait, je génère 2 nouvelles trajectoires. L'une avec la probabilité T de ZK et l'autre 1 moins T de ZK. Et il y a une formule qui est due, en fait, un calcul qui est dû à Landau et Zener dans les années 30, donc une vieille formule, qui nous donne la probabilité, en fait, de changer. Alors, c'est la probabilité de changer de mode. Alors, si j'étais sur le mode 1, je reste sur le mode 1 avec la probabilité 1 moins T de Z, ou alors je passe de l'autre côté avec la probabilité T de Z. Okay. Donc une fois qu'on a cette marche aléatoire, ça nous permet de définir en fait un processus de Markov qui est construit sur donc mes symboles. Mes symboles, c'est mes fonctions A. Mes symboles, ils sont matriciels maintenant, puisque je travaille dans CNN, donc des matrices à 2 lignes de colonnes. Et on va regarder les symboles qui sont diagonaux dans la base de diagonalisation de notre potentiel. Donc mes symboles, ils sont de la forme A+, pi+, A-, pi-. D'accord ? Donc, et finalement, mon processus, il va travailler sur l'espace des phases, Z, et la plus ou moins 1. D'accord ?
je décris donc un flow qui revient juste à regarder, à intégrer ma fonction f de z'L' contre ma probabilité que j'ai introduite avec ma marche aléatoire. Et finalement, mon théorème de Yegorov, il est remplacé par cette approximation liée au processus qui correspond à cette marche aléatoire. D'accord ? Alors, c'est pas complètement comme le théorème de Yegorov, vous voyez, parce que l'approximation est bien moins bonne. C'est tout ce qu'on a été capable de montrer en 2007. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas ponctuel en t. Hein, il faut que je moyenne en t pour avoir l'estimation. Alors moyenner en t, ça nous fait pas trop, on n'en rougit pas de honte, hein, parce que une observation physique, c'est toujours une moyenne en temps. On fait pas une estimation ponctuelle, quand il y a toujours un temps d'observation quand on fait de la physique. Donc finalement, c'est raisonnable. Voilà, évidemment, ce serait mieux de l'avoir t par t, mais ce n'est pas scandaleux de l'avoir de cette manière-là. Okay. Donc ça, c'est ce type de travail sur les systèmes, c'est quelque chose qui est encore ouvert pour pas mal de questions. Alors par exemple, la propagation des paquets d'ondes, le fait d'avoir des formules de transfert qui nous disent exactement comment il faut changer le paquet d'ondes quand il passe par le croisement, c'est des résultats récents. Donc on a calculé ces formules-là avec Stéphanie Gamble, donc une jeune aussi qui a soutenu sa thèse c'est pendant le confinement, et puis Lisiane Harry là, de Besançon. Okay. Et puis la question qui vient aussi assez naturellement, c'est voilà, est-ce que ce qu'on a fait avec l'approximation du propagateur pour un problème scalaire, est-ce qu'on peut faire la même chose pour un problème matriciel? Okay, ça c'est une question sur laquelle on travaille avec Caroline Lasserre et Didier Robert. On est en train de rédiger, c'est pour ça qu'il y a 2 points d'interrogation. C'est des questions assez naturelles avec leur pendant d'application en mécanique, qu'est-ce que je voulais dire, en numérique. Voilà, construire un algorithme. Voilà, je voulais dire un mot des opérateurs sous-elliptiques. Parce que finalement, c'est un domaine qui est très, très, très actuel aussi, sur lequel pas mal de gens travaillent. C'est que finalement, le Laplacien, on aime beaucoup le Laplacien, mais il y a plein d'autres opérateurs qui existent, voilà, en particulier ces opérateurs qui sont sous-elliptiques et qui intéressent beaucoup de monde pour la mécanique en particulier, pour les problèmes de contrôle. Et par exemple, on peut se poser la même question que celle qu'on s'est posée sur une variété. Voilà, je me place sur une variété compacte, mais au lieu de regarder le Laplacien de Laplace-Beltrami, j'ai un sous-Laplacien, et je voudrais savoir comment se comportent les suites de fonctions propres. Okay. Et donc il y a des résultats récents là, de Colin de Verdière, Hilaire Trella, et puis aussi de jeunes dont je voulais citer le nom, Shen Min-sun en particulier, Cyril Letwit, qui est encore des gens, donc lui il a soutenu il y a un peu plus longtemps, mais Cyril Letwit vient de soutenir. C'est des gens qui étudient, qui ont une grande expertise en fait sur ces questions sous-elliptiques. Parce que le fait que alors pourquoi c'est plus compliqué qu'un Laplacien normal, c'est essentiellement parce que c'est une somme de carrés de champs de vecteurs. Vous voyez dx moins y ds et puis dy, mais les deux ne commutent pas. Non, dx1 carré plus dx2 carré, dx1, dx2 commutent. Ici, les deux ne commutent pas. Mais ils suffisent pour engendrer tous les champs de vecteurs de votre espace cotangent, hein, parce que quand je fais leur commutateur, je trouve la dimension qui me manque. Donc en fait, simplement en contrôlant le sous-Laplacien d'une fonction, on peut dire des choses sur sa régularité. Donc c'est un peu comme un Laplacien, mais c'est un peu plus faible. Il y a une espèce d'anisotropie. Hein, il y a des dérivées qui coûtent plus cher. La dérivée qui coûte plus cher, c'est le ds, parce que c'est un commutateur des 2 premières. Alors que les 2 premières sont présentes intrinsèquement dans l'opérateur. Voilà, une des façons d'aborder ce type de problème, c'est de suivre les idées qui ont été introduites toujours dans les années 70 par Rothschild et Stein, ce qu'ils appellent lifting procedure, une procédure de relèvement, hein, qui consiste à, au lieu de travailler dans R3, c'est travailler sur le groupe de Lie qui va être associé à notre champ de vecteurs. Donc j'ai des champs de vecteurs, grand X, grand Y, ils engendrent une algèbre de Lie, et je vais regarder le groupe de Lie associé et faire de l'analyse sur ce groupe de Lie. Et c'est, par exemple, on peut mettre en œuvre ce type de stratégie sur ce qu'on appelle les nil variétés, d'accord, qui sont un peu l'analogue du Tor par rapport à RD. Donc je quotiente mon groupe par un sous-groupe cocompact.
Et je regarde le spectre de ces fonctions propres. Voilà, donc le résultat de Colin de Verdière, Hilaire et Trella, répond à cette question dans le cadre souris-mannien, okay, mais on peut, en prenant cette optique analyse harmonique, retrouver le résultat exactement comme on l'a fait tout à l'heure dans le cas RN, avec une sorte de correspondance quantique classique, mais dans le langage de l'analyse harmonique sur les groupes. Je ne vais pas en dire plus. Je vais vous remercier pour votre attention et souhaiter un bon anniversaire à la SMF. Clotilde Fermagnan-Téméraire, merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je voudrais également qu'on permette à quelques questions d'être formulées. Si vous avez... C'était une main levée ou... Non, bon. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai bien aimé les slides avec les petits clins d'œil à l'histoire de la SMF. Je pense que les personnes dans la salle y auront été aussi attentives. Monsieur, pardon, non? Pas de questions? Monsieur Handler. Alors attendez. Même principe que pour les autres questions précédemment posées. Je vais vous tendre un micro. Les derniers résultats là, sur les groupes nilpotents, c'est naturellement ce qui m'intéresse un peu plus. Ouais. Est-ce que c'est tout groupe nilpotent stratifié ou est-ce que c'est juste le groupe de Heisenberg ou Non, en fait, tu peux construire un calcul pseudo sur tous les... C'est là, en fait. Il suffit que ton groupe il soit gradué, en fait. Donc, un groupe gradué, nilpotent, simplement connexe. Voilà. Après, une fois que tu as en fait, il faut que tu aies un Fourier, voilà, des dilatations, et ensuite tu peux utiliser ta formule d'inversion de Fourier pour construire une analyse, des opérateurs pseudo-différentiels semi-classiques en mimiquant ce qu'on fait dans RN, quoi. Ouais. Ouais. Quand tu dis formule d'inversion de Fourier, c'est au sens de la théorie des représentations. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la formule que j'ai écrite, que j'ai là, tu vois, en bas. Voilà, cette formule, c'est vraiment la. Voilà, après, tu insères une fonction donc à valeur, donc une fonction sur l'espace des xpi, pi c'est les représentations, okay, qui est un opérateur, donc c'est un opérateur borné, okay, et cet opérateur tu le prends comme Fourier d'une fonction dépendante de x, une fonction Schwartz dépendante de x. Donc tu retombes exactement sur la même approche que l'approche semi-classique. Classique. Ouais. Une autre intervention, question, commentaire? Non? Alors moi j'en ai une qui est encore une fois méta. J'ai vu tout à l'heure vous avez fait allusion aux travaux de Françoise Pen. Ouais. Hein? Est-ce que, alors on se l'imagine pas forcément de l'extérieur beaucoup, mais ces collaborations-là d'univers mathématique à autre univers mathématique, c'est quelque chose de plutôt fréquent, vous diriez, en tout cas dans votre expérience, ou est-ce que ça reste finalement assez marginal, c'est sur des points très précis, sur... Ouais, en fait, de toute façon, j'ai envie de dire que... C'est vrai que le grand public a pas... C'est pas oui. trop comment travaillent des mathématiciens dans cet aspect de collectivité, de communauté. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect le plus amusant, là, sur ces aspects d'analyse harmonique, où ce qui est amusant, c'est que moi j'arrive, je fais des EDP, je vais travailler avec quelqu'un qui fait de l'analyse harmonique, du coup j'apprends des choses. Donc c'est un point de vue individuel, c'est souvent quelque chose qu'on aime bien, parce que voilà, on découvre le monde de l'autre, et le monde de l'autre, il est tout de suite très intéressant. Mais après, je pense que conceptuellement, les grandes avancées en mathématiques, elles se sont souvent faites justement à ces interfaces entre deux disciplines. Parce qu'il y a un moment, enfin Christophe il nous l'a bien dit ce matin, il y a un moment où il y a besoin d'idées nouvelles. Et les idées nouvelles, si elles sont pas dans le domaine, il faut aller les chercher ailleurs. Et compte tenu du coup, on a besoin de ça. Ouais. D'accord. Mais compte tenu de l'ultra spécialisation de chacune des branches des mathématiques, est-ce qu'il arrive un moment où on n'arrive plus à se parler parce que chacun est allé trop loin dans son axe? Pas quand on a besoin de quelque chose, parce qu'en fait, on a besoin d'un outil. Si j'ai besoin d'un outil de système dynamique, je vais aller voir ma question. Je suis arrivée au point où je sais formuler ma question en termes de système dynamique. Donc en fait, le collègue que je vais aller voir, lui, on a un vocabulaire, on arrive sur un domaine commun. Quoi. Après, effectivement, il va falloir qu'il me dise comment il appelle les choses, parce que souvent on les appelle pas de la même manière. Oui, vocabulaire aussi, bien sûr. Mais c'est là où, le coût du langage, le fait de construire un langage commun, c'est toujours la base d'une collaboration en général. Voilà. Une autre question, remarque? Non, écoutez, merci à vous, on peut vous applaudir. Merci pour cette participation aux 150 ans de la SMF.